Bonjour, ceci est le travail pour les élèves de 008 pour la rentrée de janvier 2023. Notre point de départ sera l'ENT. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est de vous connecter à votre ENT à partir d'un ordinateur de préférence, puisque l'ETP va se faire sur ordinateur à l'aide d'un site web. Donc les smartphones sont plutôt un mauvais outil pour faire ce qui va suivre. Une fois que votre ENT est ouvert, nous allons donc ouvrir une activité qui va mélanger donc ici les nombres premiers et la programmation en Python que vous devez apprendre cette année. On devait faire ça cette semaine, mais mon absence n'a pas permis de le faire. Donc du coup, vous allez le faire tout seul, aidé par la vidéo que je suis en train d'enregistrer actuellement. Le lien de l'activité que vous devez ouvrir se situe dans Pronote. Donc dans l'espace vie scolaire, vous trouverez normalement au devoir pour la rentrée un lien internet qui correspond ici à une activité située dans la brique capitale. Donc là, je viens de lancer cette activité et ici, vous risquez de trouver, on vous demande un choix d'ENT, donc bien sûr, vous allez vous connecter via NetoCentre. Une fois que vous êtes connecté, le numéro d'activité va apparaître. Si jamais il n'y a rien qui apparaît, dans ces cas-là, faites taper la référence de l'activité, c'est donc 501 F-11 40 259, puis cliquez sur Go. L'apparition de l'activité peut être un petit peu longue et peut nécessiter un peu de temps, soyez patient. Bien là, vous vous trouvez devant une page internet qui est ici ce qu'on appelle une activité de la brique capitale. Vous êtes en fait devant ce qu'on appelle un Jupyter Notebook, c'est-à-dire une espèce de page internet où on peut avoir mélangé du texte, du code informatique et aussi des outils d'évaluation et d'appréciation pour les élèves. Donc on va essayer de commencer ce TP ensemble et vous allez commencer en faisant le pas à pas que je vais faire avec vous. Donc, première chose à observer, votre environnement. Vous êtes donc dans une page dont le nom s'appelle TP seconde, les nombres premiers. Elle est propulsée par un outil qui s'appelle Capital Baston, que vous voyez ici à gauche. Et vous trouvez donc dans un Jupyter Notebook, donc un carnet, où vous repérez en premier la case appréciation, c'est là où je pourrais mettre une appréciation pour le travail que vous allez effectuer, et puis ici une case évaluation où pareil je pourrais poser une note tout simplement. Vous trouverez ici un bouton, surtout ne cliquez pas dessus, où vous pourrez rendre le travail. Attention, une fois que vous rendez ce travail, vous ne pourrez plus le modifier. Donc attention à ne cliquer sur ce bouton que quand vous aurez terminé complètement l'activité. Si vous n'avez pas terminé, eh bien ne rendez pas le travail. Donc maintenant, voyons un peu de quoi est fait un Jupyter Notebook. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un Jupyter Notebook, c'est donc un site internet, comme on peut le voir ici. Et dans ce site internet, il va falloir distinguer deux types d'endroits. Il y a, alors chaque endroit s'appelle une cellule, alors ce sera peut-être plus simple si j'en allume une. Voilà, donc ça c'est une cellule, ça c'en est une autre. Ce sont deux cellules ici de texte. C'est donc à vous de lire ce texte. C'est un texte que j'ai écrit à votre intention pour vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, on vous explique que les notebooks Jupyter sont des cahiers électroniques
qui, dans le même document, peuvent rassembler du texte, des images, des formules mathématiques, du code informatique exécutable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça est dans un seul navigateur, il n'y a rien à installer pour vous. Le notebook est composé de cellules, donc on a dit voilà les 2 cellules par exemple de texte, mais aussi de cellules de code. Voici une cellule de code qui se distingue ici au niveau de son affichage par ici entrée, qui permet de voir qu'on est face à une cellule de code. Alors quand je dis du code, c'est du code en Python, c'est-à-dire un code qu'un ordinateur peut comprendre et peut essayer d'exécuter. Donc ici, par exemple, dans cette cellule, il y a 3 lignes. Et dans ces 3 lignes, eh bien, on demande à l'ordinateur de faire un certain nombre de choses. Pour pouvoir comprendre ce qui est demandé à l'ordinateur, eh bien, on va demander de le faire. Et pour ça, nous allons nous intéresser maintenant à ce qu'il y a tout en haut de votre page, c'est-à-dire des boutons qui vous permettent ici d'interagir avec les différentes cellules. Ici, le bouton qui va nous intéresser, c'est le bouton exécuter, qui va nous permettre d'exécuter la cellule de code. Donc ici, je vais cliquer dessus en vérifiant juste avant que la cellule de code est bien sélectionnée. C'est-à-dire que là, si je fais ça et que je fais exécuter sur une cellule de texte, il ne va rien se passer, si ce n'est qu'on va passer à la cellule suivante. Par contre ici, si j'exécute cette cellule de code, eh bien, votre ordinateur va essayer d'exécuter le code. Et comme c'est un code qui est bien écrit, eh bien, voilà ce qu'il fait. Il affiche un message qui est ici écrit 15 fois. Notez que pour exécuter une cellule de code, on n'est pas obligé d'utiliser le bouton que je suis en train de vous montrer, mais on peut aussi utiliser une combinaison de touches, la combinaison CTRL-Entrée. Donc CTRL-Entrée, donc par exemple, ici, je vais je vais sélectionner la cellule suivante, la cellule de code suivante, et au lieu de cliquer sur exécuter, je vais faire CTRL entrée au clavier. Donc d'abord CTRL que je laisse appuyer, puis ensuite entrée. Ici, je vois que il s'affiche un message 5 fois. La cellule numéro 2 de code fait sa sortie ici. Remarquez que si jamais ça pourrait arriver, votre cellule de code fait un code qui tourne en boucle et qui ne s'arrête pas, ce qui n'est pas le cas là, vous pouvez arrêter l'exécution de cette cellule en cliquant sur le bouton interrompre le noyau ici, qui permet donc d'arrêter l'ordinateur dans sa tâche. Forcément à ce moment-là, si vous l'interrompez, l'ordinateur protestera à travers un message d'erreur. Donc ici, par exemple, voilà, on pourra avoir ceci. Et c'est tout à fait normal. Alors, il y a d'autres boutons que l'on peut voir sur cette barre d'outils. Alors, le bouton très important, c'est le bouton sauvegarder, qui vous sera utile pour poursuivre votre notebook à un autre moment. Donc ici, sauvegarder, il faut cliquer dessus. Et tout ce que vous avez fait est sauvegardé au bout de quelques secondes. Donc là, je crois normalement on a un message qui doit arriver, voilà. Ensuite, vous avez plusieurs boutons qui peuvent s'afficher. Alors il y en a un peu plus depuis que j'ai fait ce document. Donc ici, vous pouvez lister les fichiers annexes, c'est pas très important. Ici, vous pouvez revenir à la version précédente du notebook. Donc là, pareil, ça vous intéresse pas trop. Ici, ça peut être intéressant, c'est le fait de pouvoir insérer une cellule. Donc insérer une cellule, si vous avez besoin d'écrire quelque chose. Là, vous pouvez couper, copier, coller différentes cellules. Là, bien sûr, c'est pour descendre ou monter dans une cellule. Ici, c'est pour redémarrer le noyau si jamais vous sentez que plus rien ne fonctionne. C'est ce que je vous conseille de faire, c'est ici de redémarrer le noyau et de recommencer un petit peu l'activité si jamais il y avait des choses en cours de route. Ici, pareil, on peut faire redémarrer le noyau et réexécuter tout le notebook sans confirmation. Ici, c'est un sélecteur qui permet de changer le type d'une cellule. Vous n'aurez normalement pas utilisé.
Et là, vous avez des commandes supplémentaires, changer le thème du notebook si vous souhaitez, et puis éventuellement entrer dans un mode de slideshow, mais ça on s'en fiche un peu. Bien, nous sommes prêts pour commencer notre TP qui devrait durer à peu près 1 heure si vous le faites en entier. Étape numéro 1, nous devons d'abord se rappeler de ce qu'est une division euclidienne. Vous connaissez tous la division euclidienne, c'est la division à potence que votre instit de CM2 a dû vous apprendre. Je rappelle que, par exemple, si on souhaite diviser 1237 par 51, eh bien, dans ce cas-là, on va écrire 1237 à gauche, c'est ce qu'on appelle le dividende. On va écrire en haut à droite de la potence le diviseur, c'est-à-dire 51. Et après calcul, eh bien, on va trouver deux nombres. Le premier, c'est un quotient, le quotient entier qui est ici 24. Et ensuite, le reste qui lui est 13. Évidemment, les ordinateurs savent parfaitement faire ce genre de division. Par exemple ici, en Python, la commande pour obtenir le quotient de la division de A par B, c'est une commande où il faut écrire //. Donc par exemple ici, si on demande à Python dans une cellule de code de faire 1237//51 et qu'on exécute cette cellule, eh bien Python nous répond que le quotient entier de cette division euclidienne, c'est 24, comme prévu, comme attendu sur le dessin. Il est aussi capable de trouver le reste de cette division. Pour cela, le symbole qui permet d'avoir le reste de la division d'un nombre A divisé par B, eh bien, s'obtient à l'aide du symbole pourcentage. Alors ici, on n'appelle pas ça un pourcentage, on appelle ça un modulo. Et donc, ici, par exemple, à la cellule de code suivante, quand on écrit 1237 modulo, et non pas pourcentage, 51, eh bien, on lui demande le reste de la division. Et donc, quand on effectue le calcul en exécutant la cellule, eh bien, évidemment, Python nous répond que le reste de cette division, c'est 13. Alors, ça va être votre premier travail. Quels sont le quotient et le reste de la division euclidienne de 2021 par 19? Je vous propose donc ici d'écrire un premier code qui va permettre de trouver le quotient. Quand vous l'aurez trouvé, vous l'écrirez ici. Alors je montre comment on fait. Pour écrire la réponse, il faut double-cliquer dans la cellule, puis écrire le résultat ici. Par exemple, pour l'interrogation, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Puis ensuite, éventuellement revenir ici, écrire le code pour avoir le reste. Quand vous l'aurez trouvé et quand vous aurez bien sûr exécuté le code, eh bien vous me mettrez le résultat ici. Je vous laisse quelques instants, puis vous arrêtez la vidéo, vous faites votre travail, et puis on voit après ce que vous avez trouvé. Alors passons à la correction. Donc du coup, pour 2021 divisé par 19, pour avoir le résultat, on va taper 2021//19. On exécute le code, on trouve 106. Donc le quotient, c'est 106. Et enfin, pour 2021 on divisé par 19, mais le reste, donc on va taper 2021 modulo 19. On exécute le code, on obtient 7. On peut réactiver l'affichage de la cellule de texte en faisant CTRL Entrée. Je rappelle que pour écrire à l'intérieur d'une cellule de texte, il suffit de double-cliquer dessus. Bien. Conclusion.
On n'oubliera pas que le quotient de A par B se code par A//B et que le reste de la division se code par A% B. Passons maintenant à l'étape 2. Étape 2. Il s'agit maintenant de savoir si un nombre est un diviseur d'un autre. Alors, je rappelle ce que nous avons déjà vu, c'est que un nombre entier B est un diviseur du nombre entier A si A est un multiple de B. Autrement dit, on a vu que ça tient à l'existence d'un nombre entier K, tel que A serait égal à K fois B. Dans ce cas, on dit que A, il est divisible par B. Et notamment, cela signifie que le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0. Et oui, hein, vous vous rappelez bien de ça, c'est que quand une division entière, division euclidienne, a un reste de 0, ça veut dire que si on a divisé A par B, ça veut dire que A est un multiple de B ou que A est divisible par B. Et ça, cet outil-là, c'est très important pour nous parce que ça constitue du coup un détecteur de diviseurs. Effectivement, si le reste de A divisé par B est égal à 0, bah alors B est un diviseur de A. Alors par exemple, la première application qu'on pourrait avoir, c'est de coder un petit détecteur de nombres pairs. Donc, je rappelle qu'un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2, qui est un multiple de 2. Eh bien, voici un programme qui va essayer de... Enfin, qui réussit à faire un détecteur de nombres pairs. Alors, on va d'abord l'exécuter quelques fois pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je sélectionne la cellule, juste en cliquant dedans, et je fais exécuter. On me demande de donner un nombre. Donc là, je vais écrire un nombre, n'importe lequel. Donc par exemple, je vais écrire le nombre 1245. Je valide en faisant entrer. Et là, l'ordinateur me répond que ce n'est pas un nombre pair. Je réexécute la cellule et ça recommence. Donnez-moi un nombre. Alors là, du coup, je vais essayer de lui donner un nombre pair. Je vais lui mettre 7894. Je valide et il me dit c'est un nombre pair. Et puis je peux essayer ça plusieurs fois. Je peux essayer par exemple avec 0, c'est un nombre pair. Je peux essayer avec par exemple 2 qui est un nombre pair. Je peux essayer avec 3 qui n'est pas un nombre pair, etc. etc. Alors maintenant, il s'agit d'essayer de comprendre le code. Donc c'est le rôle de la cellule de texte en dessous de décrypter l'ensemble des quelques lignes qui sont constituées par ce programme. Pour que la lisibilité soit plus facile, je vous encourage à cliquer sur affichage et ici afficher masqué les numéros de ligne. Voilà, donc du coup les numéros de ligne sont apparus ici. Et donc nous essayons maintenant d'analyser et de décrypter ligne par ligne ce qui se passe dans ce programme. Première ligne numéro 1, il y a marqué dièse, détecteur de nombres pairs. Donc ici, il est important de remarquer que dans un programme Python, on peut écrire à l'intention de soi-même un petit commentaire de façon à consigner sa pensée. Donc ici l'idée c'est que ce commentaire ne sera pas lu par Python, donc à chaque fois que Python va croiser le caractère dièse, il va considérer que c'est un commentaire de la part du programmeur et il va ignorer la suite. Donc la ligne 1, en fait, il lit dièse et puis il passe directement à la ligne 2. Donc nous, ça nous permet de dire que le programme est un détecteur de nombres pairs. Pour la ligne 2, on lit A est égal à int input, donnez-moi un nombre. Cette ligne permet à l'utilisateur de saisir un nombre et cette saisie est transformée en nombre entier puis mémorisée dans une variable. Alors c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Si on
on reprend la chronologie du programme. Au départ, en fait, il s'affiche « Donnez-moi un nombre », donc que vous retrouvez ici, et une fenêtre de saisie s'ouvre sur laquelle l'utilisateur peut taper quelque chose, donc par exemple 46. Et ce nombre 46, en fait, va être, après qu'on ait tapé sur Entrée, va être transformé en entier grâce à la fonction int que vous retrouvez ici. Int, ça veut dire integer. C'est-à-dire qu'en fait, Python va essayer de comprendre si ce que vous avez tapé est bien un nombre entier, et si oui, il va le transformer en nombre entier, et surtout, il va le ranger dans sa mémoire. Et sa mémoire, donc, faut imaginer que les mémoires d'un ordinateur, c'est un peu comme des cases que l'on peut nommer. En l'occurrence ici, on va nommer une case petit a, un peu comme une variable, comme une inconnue en maths. Hein. Et donc ici, quand je vais taper sur Entrée, ce qui est le cas ici, hop, eh bien, la variable qui s'appelle petit a va prendre la valeur 46. Les lignes 3 et suivantes sont un test pour savoir si le nombre qui a été tapé est un nombre pair ou pas. Donc la ligne 3, if a%2 égale 0, 2 points. Eh bien, if, c'est un mot en anglais qui veut dire si. Il suffit de comprendre que si a%2, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de a par 2, est égal à 0. Alors attention ici, pour le est égal, il faut un double égal. Hein. On ne confond pas en Python le double égal qui veut dire est-ce que c'est égal des deux côtés, avec le égal simple qui lui est une affectation, c'est-à-dire c'est par exemple ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire le fait qu'on mette dans la variable mémoire petit a un nombre, eh bien c'est une affectation, donc on utilise un simple égal, et là pour savoir si c'est un test, on va utiliser un double égal. Donc ici, ça dit, est-ce que le reste de a divisé par 2 est-il égal à 0? Autrement dit, ça veut dire, est-ce que le nombre est divisible par 2? Pour clore cette condition, il y a un 2 points qui annonce une indentation et cette indentation annonce ensuite un sous-programme qui est donc print, c'est un nombre pair. Donc ici, print, c'est une fonction qui va afficher la réponse, c'est un nombre pair. Dans le cas où ce test échoue, et donc ce sous-programme de la ligne 4 ne s'effectue pas, eh bien il y a une alternative, c'est le else, ce qui veut dire sinon, avec 2 points qui annoncent le sous-programme suivant en cas d'échec du test, et l'instruction suivante, print, ce n'est pas un nombre pair, donc print est donc la fonction qui va afficher le message qui est entre guillemets, ce n'est pas un nombre pair. Notez bien ici qu'il faut mettre entre guillemets ce message parce que c'est ce qu'on considère comme une chaîne de caractères. Voici maintenant le temps de l'exercice 2. Donc, en vous inspirant du code qui vous a été donné pour le détecteur de nombres pairs, je vous demande d'écrire dans la cellule un programme qui teste si un nombre est un multiple de 3. Alors, c'est pas trop compliqué à écrire. Vous pouvez faire un copier-coller du programme précédent et juste changer ce qu'il faut pour que ça fasse un détecteur de multiples de 3. Donc, je vous laisse travailler et puis on se retrouve juste après pour une correction. Bien, alors passons à la correction de cet exercice 2. Donc, comme annoncé, on va aller chercher le code du détecteur du nombre pair. Donc, je copie tout ce code-là. Et je reviens dans la cellule de l'exercice 2. Je fais coller, donc coller, hop. Et puis, je vais maintenant modifier. Alors déjà, je vais modifier un peu le commentaire. Donc ici, c'est détecteur de nombres multiples de 3.
Si je ne change pas un commentaire, ça ne change rien à l'exécution du programme. Pour la ligne A, ça ne va rien changer. Évidemment, vous avez compris que c'était la ligne 4 qu'il fallait changer. Il faut absolument regarder le reste de A divisé par 3. Donc du coup, si le reste de A divisé par 3 est égal à 0, alors on dira que c'est un nombre non pas pair, mais c'est un nombre multiple de 3. Et sinon, on dira que ce n'est pas un nombre multiple de 3. On peut éventuellement supprimer les lignes au-dessus et on peut lancer l'exécution. Donc par exemple, on va prendre 9 par exemple. Eh bien, c'est bien un multiple de 3. Je peux relancer mon programme ici. Donnez-moi un nombre. Eh bien, je vais mettre 3, 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 9, 9, 9, 9. Voilà, par exemple, je sais que ce nombre sera un multiple de 3 parce que la somme de ces nombres, de ces chiffres sera un multiple de 3. Et évidemment, il me dit que c'est un multiple de 3. Si je recommence à nouveau, cette fois-ci avec un nombre qui ne sera pas multiple de 3 de façon certaine, par exemple celui-là, je vois que le nombre n'est pas un multiple de 3, le programme fonctionne parfaitement. J'ai oublié de modifier quelques commentaires, je vais le faire tout de suite. C'est un nombre multiple de 3. Voilà, histoire qu'on soit parfait. Et là, ce n'est pas un nombre multiple de 3. Vous voyez bien que les commentaires n'influencent pas l'exécution du programme. C'est juste que ça permet au programmeur de se rappeler de ce qu'il a fait. Nous passons maintenant à la suite. C'est l'étape 3, faire une boucle. Pour cette étape 3, nous devons comprendre ce que c'est qu'une boucle. Et pour cela, je vous demande d'observer le programme ci-dessous et de l'exécuter. Alors, on exécute le programme. Et donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que notre programme répète l'écriture d'une phrase ce serait super pratique si j'étais puni à faire de la copie, et puis qui affiche 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors on va essayer de comprendre les différentes lignes de ce programme. Donc, ligne 1, nous trouvons ici ce qu'on appelle une boucle for. Alors, la traduction, ça serait, si on lisait ça en anglais mot à mot, pour i dans un intervalle entre 0 et 6, fait quelque chose. Donc ici, en informatique, la boucle, ce qu'on appelle la boucle for, c'est une structure de contrôle de programmation qui permet de répéter l'exécution d'une séquence d'instructions en parcourant un ensemble itérable. Alors là, je sais que je n'ai pas été clair, donc du coup, on va essayer de comprendre. Donc d'abord, on va parler de range 0,6. Range 0,6, c'est une fonction qui va donner l'ensemble de tous les entiers de 0 jusqu'à 6 non inclus. C'est-à-dire ici, de 0 jusqu'à 6 non inclus, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, la boucle for va prendre la variable i et va parcourir cet ensemble de 0, 1, 2, 3, 4, 5 à l'aide de cette variable. C'est-à-dire que i va d'abord valoir 0 au premier tour, puis ensuite i vaudra 1, puis i vaudra 2, puis i vaudra 3, puis i vaudra 4, puis i vaudra 5. Et puis à la sortie de boucle, i augmentera encore une dernière fois jusqu'à 6, mais ne sera pas atteint. Alors on peut imaginer le trajet suivant. Alors essayez de suivre la souris. En fait,
i part de la valeur 0, et la question c'est est-ce qu'on atteint le dernier élément qui est 6 ? La réponse c'est non, donc du coup on exécute ce qu'il y aura comme instruction à faire, puis on revient là, i augmente de 1, on passe à 1, et donc encore une fois le dernier élément n'est pas atteint, donc on exécutera on fera le travail qu'il y a à faire, et puis on revient ici, on sera à 2, on recommencera, on sera à 3, puis 4, puis 5. À 5, on exécutera une dernière fois l'instruction de la boucle. Et puis à 6, on atteint le dernier élément, donc du coup, on va sortir par là et on va aller poursuivre ce qu'il reste à faire. Donc ici, i prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à 6 non compris, et ensuite, au passage, il va exécuter les instructions de son sous-programme. Donc ici, le sous-programme, on le voit bien, c'est ce qu'il y a entre la ligne 2 et 3. Le sous-programme est annoncé par un 2 points, qui est ici, qui est absolument très important, puisque c'est lui qui annonce la fin de la ligne et le début du sous-programme. Et le sous-programme est marqué par ici ce qu'on appelle une indentation. Donc l'indentation est obligatoire, elle est normalement de 4 espaces, ou à la rigueur d'une tabulation. Elle marque ce qu'il faut faire. Donc ici c'est un affichage. À chaque fois que on rentrera dans la boucle, eh bien on affichera avec print. Ce serait super pratique si j'étais puni à faire de la copie. Et puis on affichera la valeur de i. C'est pour ça que ici, vous voyez que c'est affiché. Ce serait super pratique si j'étais puni à faire de la copie. Et puis il y a la valeur i égale 0 qui montre le premier passage où i vaut 0. Puis le deuxième passage avec i égale 1, le troisième passage avec i égale 2, le quatrième passage avec i égale 3, jusqu'au dernier passage, le sixième, avec i égale 5. Au niveau de l'indentation, c'est obligatoire en Python. En Python, en fait, l'indentation permet de reconnaître l'agencement et les blocs de programme. Donc très souvent on utilise le 2 points qui permet de montrer le début du bloc suivant, et on utilise cette indentation et on peut avoir des blocs de programme indentés les uns dans les autres. C'est pour ça qu'ici il y a un double décalage pour ce bloc, le bloc numéro 3. Et ce qui est très important aussi, c'est de montrer que du coup, ces deux blocs ici, celui-là et celui-là, font partie du même niveau. Donc maintenant, je voudrais que vous écriviez une boucle qui permette d'afficher les 20 premiers entiers de 0 à 19. Donc l'idée, comme tout à l'heure, vous allez copier-coller le programme qui est ici, et puis vous allez venir le coller à cet endroit et vous allez le modifier pour afficher les nombres entiers de 0 à 19. Bien, alors nous allons corriger cet exercice 3. Donc pour afficher les 20 premiers entiers de 0 à 19, il faut que i parcourt donc tous les nombres de 0 jusqu'à 19. Et comme on sait que le dernier nombre qui est inscrit dans range 0 quelque chose n'est pas utilisé, il faudra donc mettre range 0, 20. Ensuite, on va enlever la ligne 3 qui n'est pas demandée. Du coup, notre sous-programme se contentera d'afficher le nombre i, et donc du coup, si on exécute cela, on obtient bien les 20 premiers entiers de 0 à 19 de la façon suivante. À vous maintenant d'écrire un programme dans la question 4 qui permet d'écrire les 20 premiers multiples de 2, c'est-à-dire en commençant à 2 jusqu'à 40, sans compter le 0. Et donc du coup, je vous laisse travailler.
Pour répondre à l'exercice 4, il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste à compter les multiples de 2, c'est-à-dire que des multiples de 2, entre 2 et 40, il y en a normalement 20. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une première boucle, une boucle pour i dans les nombres entre 1 et 20 compris. Alors si c'est 1 et 20 compris, il faut aller jusqu'à 21. On indente et du coup on peut afficher les multiples de 2, c'est-à-dire faire afficher 2 fois i. Donc voilà une première méthode qui permet d'afficher les multiples de 2 jusqu'à 40. Deuxième méthode, c'est de compter cette fois-ci toujours les nombres, mais cette fois-ci de compter de 1 jusqu'à 40 compris, donc for i in range de 1 à 40, alors 40 compris, donc on va jusqu'à 41, et puis de se poser la question s'ils sont des multiples de 2. Donc ici, on peut par exemple dire si i pour 102 égale 0, et bien dans ces cas-là, tu vas afficher i. Donc attention, ici, il y a donc une double indentation, ligne 3, car le print i dépend du test if i pour 102 égale 0, qui dépend lui-même de la boucle for. Et ça affiche les nombres de 2 jusqu'à 40. Nous passons maintenant à l'étape 4. Nous souhaitons dans cet exercice afficher tous les diviseurs d'un nombre. Donc petit rappel, un nombre entier b est un diviseur de a si le reste de a divisé par b est 0. Donc on voudrait par exemple afficher tous les diviseurs de 108. On va donc procéder de la façon suivante. On va prendre le nombre de 108 et on va tester tous les nombres entre 1 et 108 pour savoir s'ils sont diviseurs de 108. Donc par exemple, on va diviser 108 par 1 et on va voir si c'est un diviseur de 108. La réponse est bien sûr oui. Et donc on va afficher 1. On va ensuite passer à la valeur 2 et on va essayer de savoir si 108 est divisible par 2 et la réponse est oui, donc on va afficher 2. On va essayer 3 et la réponse est oui aussi. 4 et puis on va essayer 5. 5 ça va pas marcher, donc on l'affichera pas. Et puis après on passera à 6 qui est 108 est divisible par 6, donc on affichera 6. Puis on essaiera 7 et on verra que ça marchera pas, etc. Donc en pseudocode, on peut décrire le programme suivant. On va faire une boucle où la variable i va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à 108. Et puis à chaque tour de boucle, on va faire un test pour savoir si l'entier i, il divise 108 ou pas. Donc là, on fera un if, et on utilisera bien sûr le modulo qui nous permet de connaître le reste de la division euclidienne de 108 par i. En faisant 108 pour 100 i, on est capable de savoir si ça vaut 0 ou pas. Et si ça vaut 0, ça voudra dire que le nombre est bien divisible par l'entier i, et donc du coup on affichera le nombre i, et dans le cas contraire on ne fera rien. Donc vous allez pouvoir coder la chose suivante dans l'exercice numéro 5, et normalement ça doit afficher comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 et 108. À vous de travailler. Nous devons donc, pour résoudre cet exercice 5, faire une boucle où i va parcourir l'ensemble des nombres entiers de 1 jusqu'à 108. Donc ici, on écrit for pour annoncer une boucle. On dit que c'est i, la variable, qui va parcourir l'ensemble. Elle va parcourir un ensemble, donc on met dans.
donc for pour i dans, et cet ensemble, on le génère. C'est avec le mot-clé range qui permet de générer tous les nombres entiers de 1 jusqu'à 108 inclus. Donc ici, il faut mettre 109. On met 2 points pour annoncer ce qu'on va faire à chaque tour de boucle. Et ici, on doit tester si le entier i divise 108. Donc, le mot-clé pour dire s'il se passe quelque chose, c'est if 108 et divisé par i. Pour savoir s'il est divisé par i, il faut regarder si le reste, c'est-à-dire le modulo de 108 par i, est égal à 0. Attention, double égal, pour bien dire que c'est un test. En fait, la division euclidienne de 108 par i peut être avoir un reste nul. Dans ce cas-là, 108 est un multiple de i, ou 108 est divisible par i, ou avoir un reste non nul, et dans ces cas-là, 108 n'est pas divisible par i. Dans ce cas-là, il faut qu'on affiche i. Donc on annonce un nouveau sous-programme avec le 2 points, on appuie sur Entrée et on passe à la ligne, et là une indentation supplémentaire se fait ligne 4. Là, on va afficher i. Et puis dans le cas contraire, on ne fera rien, donc du coup, on n'écrit rien de plus. On exécute ce programme et on voit que tous les diviseurs de 108 se sont affichés. Faisons maintenant évoluer notre programme. On voudrait maintenant donc que les diviseurs du nombre qui s'affiche soient les diviseurs d'un nombre saisi par l'utilisateur et non pas du nombre 108. Première étape, nous devons demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier, ce que l'on va faire avec la fonction input, comme au début de notre TP. Donc on va aller sélectionner cette ligne-là et la copier dans notre programme. Donc on se rappelle ce que fait cette ligne. D'abord, elle affiche la chaîne de caractères saisissez un nombre entier et ouvre une fenêtre de saisie où l'utilisateur va pouvoir taper un nombre et le valider. S'il a bien tapé un nombre, avec la fonction int qui encadre la sortie du input, le Python va transformer la saisie en entier et l'arranger, cette valeur, dans le nombre a. Donc a contient le nombre dont on doit afficher les diviseurs. Maintenant que nous connaissons le nombre a, qui est donc le nombre pour lequel nous allons chercher les diviseurs et qui a été entré par l'utilisateur, il faut que l'on teste tous les nombres compris entre 1 et a pour savoir s'ils sont des diviseurs de a. Donc il va être nécessaire d'utiliser une boucle for qui va parcourir à l'aide de sa variable i l'ensemble de tous les nombres compris entre 1 et a. Mais attention, si on écrit juste for i in range entre 1 et a, on sait que i va parcourir tous les nombres entiers entre 1 et a non compris. Et donc du coup, il faut aller un cran plus loin que a, et on a vu qu'aller un cran plus loin que a, c'est finalement faire a plus 1. Il faut ensuite écrire les instructions à exécuter à chaque tour de boucle. Donc on annonce ce sous-programme avec 2 points. Et là, il faut qu'on regarde si le nombre i est un diviseur de a. Donc là, ici, l'idée, c'est de bien sûr calculer le reste de la division de a par i, donc on écrit a % i, donc c'est le reste de la division de a divisé par i, et il y a plus deux possibilités qui nous intéressent, soit c'est égal à 0, soit ça ne l'est pas. Donc ici, s égale à 0, et si oui, dans ces cas-là, on affiche i. On essaye maintenant le programme. Je saisis un nombre entier, par exemple le nombre 146, et je vois qu'il a 4 diviseurs qui sont 1, 2, 73 et 146. Je peux relancer mon programme avec le nombre par exemple 132. Eh bien, on voit qu'il a beaucoup plus de diviseurs, qui sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 11, etc., jusqu'à 132.
On passe maintenant à l'étape 5, où nous allons essayer de compter le nombre de diviseurs d'un nombre. Voici un programme qui compte le nombre de nombres pairs entre 0 et un nombre n saisi par les utilisateurs. Vous avez le programme ici. Ce programme, on va d'abord l'essayer pour comprendre ce qu'il fait, puis après on va l'analyser. Donc on exécute cette cellule. On voit qu'on me demande un nombre n, donc par exemple ici je vais mettre le nombre 45, et on me dit que le nombre de nombres pairs entre 0 et 45 c'est 23. Voyons un peu comment cette réponse est construite. Ligne 1, on retrouve le n égale int input, entrer le nombre n de points. C'est donc la case, la ligne qui permet d'afficher entrer le nombre n ici et la zone de saisie dans laquelle je peux entrer un nombre. Par exemple ici 10. Et ensuite ce nombre 10 va rentrer dans la variable n puisqu'il est marqué que n est égal à la réponse de l'utilisateur. Ensuite, ligne 2, on instancie ici une variable, c'est-à-dire une autre mémoire, une case mémoire, qui s'appellera compteur et qui vaudra 0. Donc cette variable a pour vocation de retenir le nombre de nombres pairs qu'on va rencontrer. Ensuite, ligne 3, donc au départ, cette variable, au départ, vaut 0, et puis on la garde comme ça. On va, ligne 3, prendre tous les nombres entiers entre 0 et n inclus. Donc ici, on prend une boucle for, on prend i comme variable et on décide que i doit être dans l'ensemble des nombres entre 0 et n. Et pour que ça rentre, pour que ça aille jusqu'à n, du coup on s'arrête à n plus 1 puisqu'on sait que la borne de droite du range ne sera pas atteinte, mais qu'on s'arrêtera juste avant. Donc du coup on va de 0 à n plus 1. Donc ici i va prendre toutes les valeurs entre tous les entiers entre 0 et n compris. Et ligne 4, à l'intérieur du sous-programme de cette boucle, donc on va pour chaque nombre i, on va tester ici si i%2 est égal à 0. Autrement dit, si i, le reste de la division euclidienne de i par 2 vaut 0. Autrement dit, est-ce que i est divisible par 2 ou pas? Et si i est divisible par 2, ça veut dire qu'il est pair. Dans ce cas-là, on a un autre sous-programme qui est ligne 5. Et ce sous-programme va faire quelque chose d'assez particulier. Il va prendre la variable compteur. Et à cette variable compteur, il va lui demander de se réaffecter en ajoutant 1. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on prend l'état de la variable compteur. Donc là, pour le premier tour de boucle, ça vaut 0. Et on va ajouter 1 à cette valeur et on va remettre ça dans le compteur. C'est une procédure de ce qu'on appelle d'incrémentation d'une variable. On peut l'écrire de plusieurs façons. Ça, c'est une façon qui est assez ancienne, mais qui permet peut-être de mieux comprendre. Donc ici, on écrit compteur. Là, on prend la valeur qu'on a trouvée, qu'on a dans le compteur, on ajoute 1 et on remet le résultat dans le compteur. Et donc, on va faire ça pour chaque valeur de i, on va regarder si i est divisible par 2. Et dans le cas où c'est divisible par 2, donc dans le cas où i est pair, eh bien, on va augmenter la variable compteur de 1. Ce qui fait qu'on est en train de compter les nombres pairs. Donc du coup ici par exemple si je valide, eh bien on imagine que i a pris toutes les valeurs entre 0 et 10 et il a compté tous les nombres pairs entre 0 et 10. Donc d'abord la valeur 0 ça va faire plus 1, puis après la valeur 1 il ne va rien se passer, la valeur 2 ça va faire plus 1, donc du coup on va passer à la valeur à 2 pour compteur, puis 3, puis 4, à 4 là on va encore augmenter de 1, etc. etc. Et donc on obtient au final 6 nombres pairs qui sont donc 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc maintenant, en vous inspirant de ce programme, il faudrait que le programme que nous avons fait à l'exercice 6 puisse compter le nombre de diviseurs et les afficher, un peu comme ce qui est marqué exactement ici. Donc vous reprenez le programme de l'exercice 6, donc le programme de l'exercice 6 il est ici, je le reprends, hop, je le copie,
et vous allez rajouter ce qu'il faut pour que notre programme de l'exercice 7 affiche les nombres, les entiers diviseurs de n, et ensuite affiche leur nombre. On va regarder quand même un petit point particulier, c'est la ligne 6, c'est-à-dire ici, c'est un affichage qui permet de conclure quand on est sorti de la boucle. Remarquez que cette ligne 6 est complètement à l'extérieur de la boucle, elle n'est pas du tout indentée, hein. Donc ça veut dire qu'elle intervient à la fin, une fois qu'on a fini tout le tour de la boucle. Ça affiche 4 choses. La première, ça affiche une chaîne de caractères où il y a marqué le nombre de nombres pairs entre 0 et, puis ça s'arrête là. Ça affiche ensuite le nombre n, donc là, si vous avez rempli par exemple 10, ça va afficher le nombre 10 qui est ici. Puis ensuite, ça va continuer la phrase, c'est-à-dire ça va afficher et 2. Donc c'est le et2 qui est ici. Et puis après, ça va afficher une dernière chose, ça va afficher la valeur de compteur. Et donc ici, c'est pour ça que ça s'affiche 6. Donc c'est un affichage en 4 parties. Chaque partie est séparée par une virgule. Notez bien que chaque chaîne de caractères qui s'affiche doit être encadrée par des guillemets, que les variables, elles, sont mises juste avec leur nom. Il n'y a pas de guillemets. Et que quand vous mettez tout ça l'un derrière l'autre, ben, ça forme une phrase. Le nombre de nombres pairs entre 0 et 10 est de 6. Donc vous allez devoir écrire le nombre de diviseurs de, et puis là il faudra que ça affiche le nombre demandé par l'utilisateur, et de 12. Alors, donc en plus, on veut que ça saisisse un nombre entier n, donc il va falloir choisir un petit peu, modifier par exemple ici, vous pouvez commencer par modifier ici, saisissez un nombre entier n, et puis du coup, vous pouvez commencer à changer 2-3 petits trucs, notamment remplacer a par n, ça sera toujours ça de prix. Donc, première étape, je saisis un nombre entier avec la fonction input. Si le nombre est bien entier, la fonction int va le transformer. Et ici, ligne 2, je reçois la valeur donnée par saisie par l'utilisateur et je la range dans une variable qui s'appelle n. Je prends une boucle for et je fais parcourir à la variable i tous les nombres entre 1 jusqu'à n compris, donc c'est-à-dire jusqu'à n plus 1 non compris. J'ouvre un sous-programme, j'indente, et si n%i est égal à 0, autrement dit, si n est divisible par i, eh bien dans ces cas-là, j'affiche i. Maintenant, il faut que je rajoute un compteur. Ce compteur, il faut que je le rajoute au début de mon programme. Alors ça peut être un peu avant ou un peu après la ligne 2. Donc par exemple, avant la ligne 2, je vais rajouter une variable compteur et je vais la mettre à 0. Et si jamais j'ai trouvé un des diviseurs de n, eh bien je vais incrémenter compteur de 1. Donc ici, j'écris compteur égale compteur plus 1. Ce qui aura pour effet de prendre la variable compteur et de lui ajouter 1 et de ranger le résultat dans la variable compteur. Donc notez ici quelque chose d'important, cette instruction d'incrémentation de 1 de la variable compteur est au même niveau que l'affichage de i. Donc elle s'exécutera à chaque fois qu'on aura trouvé dans la ligne 5 un des diviseurs de i. Puis ensuite, il faut que je sorte de la boucle. Donc je me mets tout à gauche, ligne 8, et là, je vais afficher le compteur. Et alors je vais d'abord afficher un message où je vais écrire, attendez, j'ai un petit problème technique, voilà, hop, je vais écrire la chaîne de caractères, le nombre de diviseurs de, et puis là, il faut que j'explique que j'ai un nombre que je ne connais pas, mais je sais qu'il faut l'afficher, qui s'appelle n.
je mets une virgule pour séparer, je remets une chaîne de caractères, je mets un espace et 2, puis j'écris virgule, et là, je lui demande de m'afficher le nombre qu'il y a en mémoire dans le compteur. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à faire un peu le ménage ici et à exécuter le programme. Si je donne à l'ordinateur le nombre 108, j'obtiens les diviseurs et je sais qu'il y en a 12. Je peux relancer le programme et par exemple, si je prends un nombre comme 13, eh bien, je m'aperçois que son nombre de diviseurs, c'est 2, puisqu'il n'y a que lui-même et 1. Étape numéro 6, maintenant, savoir si un nombre est premier. Donc étape 6, comment savoir si un nombre est premier? On connaît le cours, un nombre est premier s'il admet deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors justement, le nombre de diviseurs, on vient de le calculer, il est contenu dans la variable compteur. Donc finalement, si à la fin du programme, on sait que compteur vaut 2, et bien dans ces cas-là, on peut dire que le nombre est premier. Si le compteur n'est pas égal à 2, ben dans ces cas-là, le nombre n'est pas premier. Eh bien, du coup, c'est très simple à écrire. Il vous reste qu'à recopier intégralement l'exercice numéro 7 et à rajouter à la fin un test sur la valeur de compteur qui est égale à 2 ou pas. Et si elle est égale à 2, bah, vous affichez qu'il est premier. S'il n'est pas égal à 2, vous affichez qu'elle n'est pas premier. À vous de jouer dans cet exercice numéro 8, qui sera donc la dernière étape à faire pour aujourd'hui. Et bien maintenant, nous allons donc corriger l'exercice 8. Donc je reprends le programme de l'exercice précédent. Et je le colle dans cet exercice. Donc après avoir affiché le nombre de diviseurs, je vais donc tester. Donc ici pour tester, je rappelle que c'est if. Et je regarde si compteur est égal à 2. Donc double égal 2 et 2 points. Si c'est le cas, dans ces cas-là, j'affiche print le nombre n est premier, avec un petit espace ici et là pour pouvoir afficher correctement. Sinon, 2 points, j'affiche un message et j'écris le nombre n n'est pas premier. Et voilà, vous avez un magnifique détecteur de nombres premiers. Donc on va tout de suite le tester. On tape 108. 108 n'est pas premier. On relance ce programme avec par exemple un nombre premier qui serait donc 13. Et le nombre 13 est premier. Ce TP est terminé, il vous reste à faire l'étape 7 facultative si vous le souhaitez. J'espère que vous y êtes arrivés. Évidemment, l'enfer est dans les détails au niveau de la programmation. Il est probable que certains d'entre vous aient eu des petites erreurs à droite à gauche. Il ne faut pas vous décourager. Reprenez en détail chaque chose qui a été faite. Attention, ce qu'on a fait là, c'est exigible dans un petit contrôle. Donc ne le prenez pas à la légère. Essayez de bien retenir tout ce qui a été dit. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve à la rentrée. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et bientôt future année.